Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau webinaire riche avant d'entreprendre. C'est notre premier hors-série et ce soir en fait on va parler en fait d'entreprendre au fond de tout. Comment en fait on entreprend quand on est confronté à la guerre, comment on fait pour entreprendre en 2022, en mars 2022 en Ukraine, quand on est confronté en fait à toutes ces problématiques, tous ces défis. Notre invité ce soir sera Gérard de la Salle, serial entrepreneur dans le domaine de l'économie agricole. Plusieurs entreprises basées entre la France, l'Ukraine et aussi un petit peu en Pologne, qui a fait face finalement à pas mal de défis, qui a dû faire face à pas mal de défis, notamment le confinement et la guerre en Ukraine. Et en fait, on va lui demander comment il a su faire preuve en fait de résilience par rapport à tous ces éléments-là et comment il a su finalement tirer son épingle du jeu. On va attendre qu'il nous rejoigne et on va commencer tout de suite le webinaire. Avant ça, bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Je vois des habitués, notamment Sabrina, Camilia. Donc, bienvenue à vous et bienvenue aussi aux nouveaux qui nous rejoignent pour ce nouveau webinaire. Bien évidemment, si vous avez des questions à poser, vous pouvez, je vous invite en fait à les poser dans la zone commentaire, dans la zone chat ou dans la zone questions. Et nous nous ferons un plaisir de les poser pour vous à notre invité. Si vous voulez aussi participer parce que vous voulez poser des questions en fait en live, faites-le nous savoir et on vous invitera finalement à poser votre question en live. Donc du coup, notre invité vient de nous rejoindre. Entreprendre en Ukraine, c'est parti. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et bienvenue à toi. Merci Merci. d'avoir accepté notre invitation. On sait que on ne peut que te remercier finalement compte tenu des circonstances. C'est un plaisir, ça me permet de penser à autre chose. Merci, merci Gérard. Excellent. Merci. Donc du coup, tout de suite, riche avant d'entreprendre, entreprendre en temps de crise, comment se créer des opportunités, c'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Gérard, et nous présenter ton groupe AlphaGro, s'il te plaît? Me présenter, oui, je vais essayer de faire ça de façon courte. Donc 43 ans, pour faire simple. Ça fait déjà 16 ans que je suis installé en Ukraine. Avant d'être en Ukraine, j'avais fait un petit peu de Pologne. J'avais commencé par la Pologne, pays dans lequel j'ai encore une activité. Et donc je viens de France, je suis d'une famille quelque part de propriétaires terriens, de paysans, et c'est important. Pour tout mon fonctionnement, en fait, est basé autour de ça et de certaines valeurs qui sont liées à la terre. J'ai fait des études dans le milieu agricole, que j'ai complété par des études dans la finance, ce qui m'ont amené en France à créer un cabinet de gestion de patrimoine juste après la sortie de mes études. D'accord. Pour différentes raisons, j'avais 2 associés. Pour différentes raisons, avec un des associés, on s'est pas entendu. Et j'ai décidé de partir. J'étais le plus jeune, je suis parti. Je suis parti à ce moment-là en Pologne. Pour revenir dans le milieu agricole. J'y suis resté, donc ça c'était pour gérer la ferme d'un investisseur français. D'accord. Et puis au bout d'un an et quelques, j'ai souhaité aller sur l'Ukraine, un pays que je connaissais déjà. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Par contre, cet investisseur ne m'a pas autorisé, entre guillemets, à lâcher mon poste. C'est-à-dire qu'il avait tellement confiance en moi et ça se passait tellement bien que il m'a laissé toutes les cartes en main. C'est-à-dire que je continue à m'occuper de ces sociétés en Pologne, auxquelles j'ai pris des parts, donc 16 ans après, et je m'occupe de l'Ukraine où je vis en permanence. Excellent. Voilà pour faire simple. Le groupe AlphaGro, c'est un groupe de 3 sociétés, de 4, pardon. L'une est en France, ce que je vais appeler la holding. J'ai une société ensuite en Pologne. Et le gros de l'activité, c'est 3 sociétés qui sont en Ukraine. D'accord. On distribue du matériel agricole, principalement acheté en France, pour des raisons de patriotisme.
J'aime la France et je le revendique. Donc on l'achète en France et on le revend en Ukraine, notamment. D'accord. Je revendais jusqu'au 24 février 2022, j'avais des clients russes. Et pour des raisons qui sont évidentes maintenant, je n'ai plus de clients russes et je n'aurai pas de clients russes avant très longtemps. D'accord. Excellent. Très bien. Voilà. Merci, merci, c'est très clair. Et donc, du coup, on voit en fait à travers ta prise de parole quelque chose que j'avais déjà ressenti en toi à travers les petites discussions que nous avons. C'est que tu es une personne entière et profondément intègre. Et c'est important. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Ouais, je pense l'être, mais je pense qu'on tu n'as pas vraiment eu encore le temps de le juger. Par contre, voilà, Je me je fie à suis mon frère. persuadé d'être complètement intègre. En tout cas, je me fie à mon frère. En tout cas, encore une fois, merci. Merci pour ces beaux projets. Et donc, du coup, la première question, moi, en fait, c'est comment entreprendre finalement dans tous ces espaces économiques différents, avec finalement toutes ces contraintes différentes. Et pourquoi s'ajouter une contrainte quand on part de la France, déjà, et qu'on se retrouve finalement en Pologne, bien que ce soit dans l'Union européenne, finalement, c'est une culture un petit peu différente. Donc, du coup, en fait, pourquoi encore repousser ses limites et aller au-delà, finalement, de l'espace économique européen et se confronter, en fait, au marché ukrainien pour se lancer, en fait, dans une encore aventure entrepreneuriale qui est pour le moins incertaine. Je crois que la première raison qui m'a poussé alors à venir en Pologne, c'est que, comme je l'ai dit, j'avais une société en France pour différentes raisons. Avec un associé, on a décidé de se séparer. Il fallait que je trouve une activité. Mhm. On m'a proposé à ce moment-là de venir épauler des investisseurs français qui étaient en Pologne ou qui voulaient venir en Pologne, mais qui n'avaient pas le temps d'être là-bas. Mhm. Donc ça a été le déclic, sachant que j'avais déjà été en Pologne, puisque dans le milieu agricole, les pays de l'Est, c'est un peu pour nous l'Eldorado. Pour un Mhm. paysan, c'est l'Eldorado. D'accord. La Pologne, moins bien sûr que l'Ukraine, mais dès que tu parles à quelqu'un qui aime la terre, tu parles d'Ukraine et de Tchernozem, ça le fait rêver. D'accord. Donc ça me faisait rêver, et ça faisait très longtemps que je voulais aller dans les pays de l'Est. Pour une autre raison aussi, c'est que ce sont des pays, dans lesquels l'économie était complètement à reconstruire. Alors quand on parle de la Pologne, moi j'y suis arrivé donc en 2004, quelque chose comme ça. L'économie était déjà, elle venait de rentrer dans l'Union européenne. La Pologne recevait des milliards d'euros par an, de fonds européens pour se développer. Mhm. Donc on peut pas dire que ça soit un pays c'était déjà un pays qui était très développé, mais qui depuis s'est encore beaucoup plus développé. Et ça, D'accord. c'est quelque chose de passionnant à voir, hein, comment un pays peut se transformer en l'espace de 10 ans, 15 ans, heu, dans la mesure si toutes les conditions sont réunies. Les Mhm. Polonais sont travailleurs, les Polonais aiment leur pays et veulent rester dans le pays. Pendant longtemps, ils sont partis en Angleterre parce qu'ils avaient besoin de gagner un petit peu d'argent, par exemple, ou en Allemagne, mais ils renvoyaient beaucoup d'argent sur la Pologne et ils sont petit à petit revenus à partir du moment où le système économique s'est vraiment développé. Excellent. Ensuite, pour le coin d'Ukraine, parce que, comme je disais, c'est l'Eldorado, il y avait une petite prise de risque, supplémentaire, D'accord. petite, adrénaline, dose d'adrénaline supplémentaire certainement. Et pour une autre raison très simple, c'est que je suis parti avec 0. De mémoire, j'avais 5 000 € de capital quand j'ai commencé en Ukraine. D'accord. Commencer quelque chose avec, en France avec 5 000 €, je te souhaite, vraiment du courage. En Ukraine, à l'époque, c'était possible. D'accord. C'était possible parce que les relations, clients-fournisseurs étaient basées sur un principe très simple de prépaiement. Donc quelque part, quand tu fais du commerce, le client t'amenait déjà, il te finançait le bien en fait. Tu n'avais plus qu'à faire la logistique, à Mhm. trouver le bien et la logistique. C'était assez simple. D'accord, excellent. Donc, du coup, finalement, euh, au-delà du goût de l'aventure, c'est plus en fait le goût de l'aventure, bien évidemment, mais aussi en fait c'est, l'opportunité financière, parce que surtout Ouais. on sait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un acteur majeur quand on parle en fait d'agroéconomie. Oui, l'Ukraine est devenue un acteur majeur effectivement, ce qui risque d'ailleurs de poser problème, l'année prochaine, hein, dans le monde, pour le monde entier. Si, l'Ukraine n'arrive pas à produire les millions de tonnes qu'elle produisait classiquement, il va y avoir malheureusement des famines dans certains pays d'Afrique du Nord, dans certains
pays d'Afrique, du Sahel, etc. Ça va être difficile. Mais voilà, c'était l'opportunité à moindre coût de pouvoir lancer une société dans un pays à la culture relativement proche de la nôtre et surtout dans un pays qui n'était pas si éloigné que ça. C'est-à-dire que j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à m'expatrier, par exemple, en Asie. L'Asie, Mhm. j'aime aller en Thaïlande, et cetera. C'est beau, mais c'est trop loin pour moi, c'est trop loin de ma France natale. Ça- C'est vrai que c'est vrai qu'il y a une aventure quand on va en Ukraine, mais sur l'aspect terrestre, en fait, on n'a pas besoin on n'a pas forcément besoin de prendre l'avion. On peut y aller, en train, et puis ça reste à quelques heures de Paris finalement. Ouais, on est à 3 heures de Paris, en avion. Donc, un coup de cafard, tu prends un avion et tu es à Paris, c'est bon. Enfin, Alors que si tu es à Bangkok, c'est quand même un peu autre chose. c'est un petit peu autre chose, et en fait, c'est un monde complètement différent. Tout à fait, tout Excellent, à fait. d'accord. Merci. Donc, du coup, une question en fait qui nous vient de Tanguy. Sabrina, ta question, nous te laisserons la poser en live en fin d'émission si tu le veux bien. Sabrina est une habituée à nos webinaires, et donc du coup, merci D'accord? pour ta présence aussi, Sabrina. Tanguy demande en fait en quoi l'Ukraine était-elle un Eldorado? D'accord. Alors question, assez simple, effectivement. En quoi c'était un eldorado? Je dis pour, en tout cas, le monde agricole. Bien sûr. Parce qu'en quand le système communiste, quand le régime communiste est tombé, en 91, à partir de 91, jusqu'à la fin des années 2000, les terres ont été distribuées, auprès des villageois. Quelques grosses fermes sont structurées, Mhm. mais elles n'avaient pas beaucoup de moyens. Et à D'accord. partir de 2000, se sont créées des fermes beaucoup plus puissantes qui ont eu accès à des capitaux importants jusqu'en 2008, jusqu'à la crise financière de 2008. D'accord. Et de ces fermes-là, se sont créées ce qu'on appelle ici des agro-holdings, donc des sociétés qui Mhm. ont entre 50 000 et 700 000 hectares. 700 000 hectares, pour que vous sachiez bien, en France, la moyenne des paysans, ça doit être une 100-110 hectares. D'accord. Là, on est à 700 000 hectares. Et qui dit grosse ferme, dit pour moi vendeur de matériel, gros potentiel en matériel. En tout cas, c'est comme ça qu'à l'époque, je le je le pensais. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux le fonctionnement. C'est pas aussi vrai. Il n'y a pas une corrélation aussi exacte entre Mhm. le nombre d'hectares et les quantités de matériel vendu, puisque là, le taux d'efficience ou d'efficacité du matériel acheté est beaucoup plus important qu'en France, par exemple. Excellent. Merci. Merci, merci Tanguy pour ta question, et merci Gérard pour ta réponse. C'est éclairante. Et donc, du coup, Gérard, tu as dû. Moi, il y a quelque chose en fait qui m'intrigue chez toi. Euh, Tu es entrepreneur et tu as dû affronter finalement le confinement. Avant même de parler de la guerre, tu as affronté en fait le confinement en Ukraine avec toutes les complications en fait de financement qui existent, etc. Et j'aimerais en fait en savoir un peu plus sur ton mindset. Qu'est-ce qui fait en fait que tu fais face finalement à tous ces défis et que tu les prends à bras le cœur, à bras le cœur, à bras le corps surtout, et que tu restes positif à travers toutes ces turbulations, toutes ces fluctuations de la vie, et que tu continues à garder le cap et que à aucun moment tu ne rebrousses chemin. Euh, alors déjà, je vais te répondre deux choses. Que pour moi, le confinement et le coronavirus, l'épisode du coronavirus, notamment en Ukraine, mais ça a été, c'est anecdotique. Hmm. Anecdotique, parce que je suis dans le milieu agricole et que on a beau dire, on peut être confiné ou pas, il faudra quand même que l'on mange. Ce sont donc les paysans qui, agro-holding ou pas, mais ce sont les paysans qui vont nous fournir cette nourriture-là, donc il faut qu'on travaille. Si les paysans travaillent, il faut que moi je travaille aussi. Excellent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois et ça, enfin, j'en suis même persuadé, en France, vous avez votre vision des confinements, les restrictions liées au coronavirus sont complètement exagérées. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique en France, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui me semble complètement aberrante,
Et l'Ukraine, par chance, n'avait pas les moyens, le gouvernement n'a pas eu les moyens de nous faire des confinements aussi stricts D'accord. que chez vous. Alors, ils ont tenté pendant 3 semaines. Au bout de 2 semaines, ils ont bien vu que la population était dehors, que tout le monde essayait de retravailler, c'était réglé. Donc, D'accord. on s'est posé beaucoup moins de questions sur D'accord. le coronavirus. Par contre, on a eu avant ça une crise beaucoup plus importante qui était en 2014 avec toujours les mêmes acteurs, malheureusement, avec Poutine et ces soldats, ces petits hommes verts qui avaient envahi la Crimée et le Donbass. Et ça a été vraiment pour mon business, ça a été catastrophique. Parce que, pour faire simple, le chiffre d'affaires de 2014 n'a représenté que 25% de celui de 2013. C'est-à-dire où Mmh. on a eu un effondrement drastique de toute l'activité. Parce que personne, jusqu'au mois de mai, dans le milieu agricole, personne ne savait très bien, ou en Ukraine, est-ce que les Russes vont aller plus loin que le Donbass? Est-ce qu'ils vont prendre l'intégralité de l'Ukraine? Donc, tout a été figé. D'accord. Alors, j'ai espoir cette année, avec l'expérience de 2014, que la situation ne se renouvelle pas. Un, parce qu'on sait déjà que les Russes veulent prendre l'Ukraine. Au moins, ça c'est clair, on n'a pas à se poser la question. D'accord. Et deux, on sait que de toute façon, il faudra qu'on travaille et que les paysans vont se mettre à travailler. D'accord. Alors, pour répondre maintenant à ta question, qu'est-ce qui me fait passer ces caps? Je C'est difficile de répondre, mais je crois il y a une seule chose en fait, c'est que l'argent ne m'a jamais intéressé. Mais je le dis, alors je vais peut-être choquer les gens qui sont sur le chat, hem, parce que je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont ce souhait d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Moi, l'argent ne m'intéresse pas. Mmh mh. Je suis ici, je fais du business parce que c'est un jeu, je m'amuse en faisant du business, même quand c'est difficile. Et parce que je suis content, de pouvoir faire vivre en Ukraine notamment. Là, j'ai 20 salariés sur l'Ukraine. Ils vivent très bien en période normale, ils vivent très bien et ça c'est un plaisir pour moi. Et donc, même en période de crise, en fait, comme actuellement, ce que l'on est en train de revivre, le fait de je peux pas m'imaginer de partir et en me disant: «Je vais laisser ces gens avec qui j'ai travaillé, je vais les laisser faire ce qu'elles peuvent. Moi, je me tire, je vais en France, où je vis, sur un bateau comme on parlait, tout à l'heure et tout va bien. C'est juste impossible. Donc voilà, mon esprit de résilience, il est là. C'est que c'est hors de question de laisser les équipes comme ça et c'est le business, je l'ai développé, je veux pas le voir tomber. Il va tomber, mais par jeu certainement et par volonté, on va le faire remonter. Excellent. Merci pour cette réponse. Gérard, alors, un élément important que tu nous as apporté finalement de ta réponse, c'est la notion en fait de jeu. Alors, bien évidemment, quand on parle de jeu, c'est un jeu très Ouais. sérieux auquel on joue. Oui, ouais, Heu, on est bien d'accord, c'est un jeu sérieux quand même, hein. et donc du coup, finalement, c'est comment est-ce qu'on joue quand tous les jours, notre vie peut basculer? Parce qu'on est en temps de guerre. Comment est-ce qu'un entrepreneur comme Gérard de la Salle joue tous les jours à Kiev sous les bombes? Alors, Gérard de la Salle a la chance, du fait de son business, d'avoir 2 bases en Ukraine. Quand j'ai commencé, j'étais dans la ville de Vinitsa, qui est au sud-ouest de Kiev. D'accord, Et quand effectivement la guerre a commencé le 24 février, j'étais à Kiev. J'avais bien l'intention de rester à Kiev, puisqu'en plus c'était les instructions de notre ambassade qui nous disaient: d'accord, «Surtout ne partez pas, Kiev est sécurisé, restez là». Le 24 après-midi, je sors de mon immeuble et je re-rentre, donc je suis dans l'ascenseur et j'entends 2 grosses explosions. Je sors de l'ascenseur, je vais dans l'appartement et à 300 mètres, donc la fumée caractéristique de 2 missiles qui avaient donc touché des zones non militaires. Bon, ça a été le déclic, puisque j'ai de quoi vivre à 280 kilomètres, je préfère me mettre, voilà, à Vinitsa. Donc je ne suis pas sous les bombes. Vinitsa a été touché, au moins 3 fois. Heu, j'ai certainement une bonne étoile. À chaque fois, j'étais, en voyage,
pour faire un peu d'humanitaire. J'étais à l'ouest ou j'étais à l'est, mais en tout cas, j'étais pas à Vinica. J'ai simplement perdu sur un de mes bâtiments, le souffle de l'explosion qui a eu lieu à quelques centaines de mètres d'ici a détruit un peu les vitres, mais Mhm. ça reste du matériel. Ça se remplacera, c'est pas très grave. Aucun des salariés, c'était samedi, aucun des salariés n'était présent. Donc ma foi, c'est vraiment c'est un détail. D'accord, excellent. Et donc, du coup, en fait, euh, tu parles du fait d'avoir été confronté à une explosion de manière directe ou indirecte, en fait, avec une certaine légèreté. Oui, oui, je sais que ça choque. Tu vois, là, vendredi, je vais repartir à Kiev. D'accord. Je vais repartir à Kiev. Je sais qu'on va entendre. La dernière fois que j'y étais, on voit les missiles en fait. Tu sais, tu vois dans le ciel les traces de missiles qui sont envoyés, ou alors les traces de ce qu'on appelle la défense antiaérienne. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des combats actifs. La nuit, c'est simple, tu vois des lueurs tout autour de Kiev à chaque explosion. Euh, donc oui, tu peux te poser la question, pourquoi se mettre dans ce marasme et pourquoi revenir là? Après, à chaque fois, j'y vais parce qu'il y a des bonnes raisons. Là, je vais livrer, puisque le business est un peu au ralenti, donc je fais beaucoup plus d'humanitaire. Je vais livrer des matériels médicaux à l'hôpital militaire de Kiev. Voilà, je me suis engagé à le faire, il faut que j'y aille. C'est D'accord. tout. Après, le fait d'en parler avec légèreté, je pourrais en parler avec gravité. À te dire que j'ai peur d'y aller, mais un, ça c'est d'abord pas complètement vrai. Deux, en parler avec gravité changerait rien à au risque lui-même. Donc, voilà. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on discutait un petit peu en off et tu as dit, bah, de toute façon, si j'ai un missile qui me tombe dessus, bah, écoute, bah, je monterai au ciel et puis c'est tout, quoi. Ah oui, non, c'est vrai, tu sais, beaucoup de gens m'appellent certains en ce moment. Bah, comment ça va? Bah, ça va bien. Enfin, c'est une raison. Si, un, je suis capable de répondre à ton téléphone, c'est que déjà, c'est pas que tout va bien. Hmm. Deux, le business a tendance, à mon avis, à reprendre, alors que c'est quelque chose que je n'imaginais pas du tout. Vu l'ampleur de la guerre qu'on a ici, Mhm. j'avais du mal, il y a quelques semaines, à me dire que des clients agriculteurs vont nous appeler pour nous acheter du matériel neuf. Bah si, D'accord. ils le font. Donc je suis rassuré à ce niveau-là. Et puis après, voilà, tant que j'ai pas de missile qui me suis tombé, voilà, que j'ai pas reçu sur la tête, moi, ça va bien. Je suis toujours positif. Excellent. Mais de toute façon, alors, est-ce que c'est important de toujours rester positif dans ces conditions-là? Comment on fait pour toujours rester positif dans ces moments-là? Comment on fait pour garder la tête froide dans ces moments-là? Important, oui, ça c'est indispensable. J'ai eu une période, j'ai eu une période difficile justement dans ma vie, je dirais en 2014. Là, ça a Mhm. vraiment été, pour moi, ça a été traumatisant en 2014. Parce que c'était la première fois? C'est pas la guerre qui a été traumatisante. En fait, c'est les aspects financiers. Comme en off, ouais, on était en off, je t'ai expliqué, en 2013, fin 2013, je me suis engagé auprès de mon associé de l'époque à lui racheter pour tant de centaines de milliers d'euros ses parts. Le chiffre d'affaires 2014, c'est 25% de ce que j'avais avant. Donc imagine que, en fait, j'ai fini par payer la société, ou ses parts de la société, sur les bases d'un chiffre d'affaires qui n'existait plus. Hmm. Heu, Beaucoup m'ont dit: Gérard, tu devrais surtout pas faire ça, c'est une erreur». Bon, moi je lui avais dit, j'ai donné ma parole, je m'étais engagé, je reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, je reconnais qu'à ce moment-là, quand tu vois que le chiffre s'effondre, s'effondre, s'effondre et que toi, tu as les dettes qui ne font quelque part qu'augmenter, là, j'ai vraiment eu une période très, très mauvaise, avec des pensées heu, très noires, excusez-moi du terme, vraiment heureusement, j'ai pu en parler avec mon frère, mais Aucun problème. non, non, c'était compliqué. Et ça a été après ça, je me suis rendu compte que de toute façon, voilà, je m'en suis sorti. À partir du moment où tu poses le problème, tu poses le problème avec les vrais mots, avec le tu essaies d'identifier les aspects positifs que tu as, les cartes positives que tu as encore en main et les cartes négatives. Tu fais la balance et tu te rends compte qu'il y a une solution. J'ai trouvé la solution, je me suis sorti de ce problème-là.
Ça a pris quelques années, hein, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois en ma bonne étoile et surtout en ma capacité à sortir de quasiment toutes les solutions, tous les problèmes, si on parle de business. Après, il y a peut-être autre chose, mais en termes de business, je pense pouvoir me sortir d'à peu tous les Excellent. problèmes. Et tout à l'heure, tu nous disais aussi en off que se retrouver face à ce genre de situation, ça nous permet en fait de nous focaliser sur les vrais objectifs. Qu'est-ce que Ah oui. tu entendais par là? Ouais, c'est notamment la richesse. Beaucoup de Alors moi, dès le début, c'est quelque chose que intérieurement je savais, j'ai jamais été intéressé, je le répète, par l'argent. Mmh. L'argent, c'est un moyen, l'argent, c'est à partir du moment où vous avez suffisamment pour vivre correctement, le surplus ne m'intéresse pas vraiment. Et quand je regarde encore les événements d'aujourd'hui, je me dis par exemple: «Tiens, j'aurais pu acheter, une maison à Irpin». Irpin donc c'est l'ouest ukrainien, l'ouest de Kiev. C'était une banlieue un petit peu aisée, de Kiev. D'accord. Les gens qui avaient des moyens, achetaient des très belles maisons là-bas. Donc voilà, j'aurais pu par exemple avec un peu plus d'argent m'acheter une très belle maison là-bas. Aujourd'hui, c'est un tas de cendres. Ça serait un tas de cendres, avec certainement en plus, heu, des conséquences encore beaucoup plus importantes. Donc quelque part, quand tu dis ça, voilà, dans ces conditions, moi je vois que la société est toujours là, que j'ai les reins suffisamment solides ou en tout cas le business suffisamment solide pour passer le cap. D'accord. Donc ça t'amène, voilà, à bien pondérer les objectifs Excellent. de vie. Excellent. Merci. Alors, il y a une question qui nous vient d'un habitué, Amit Taheri, qui dit en fait, comment est-ce que tu es arrivé au détachement du gain d'argent? Est-ce une question de maturité ou est-ce que ton envie d'aider les autres est plus forte? Je pense que c'est effectivement une question d'éducation. Je pense que Hmm. c'est effectivement une question d'éducation. Heu, j'ai toujours vu, moi, mes parents, mes grands-parents, être un peu dans la même ligne de conduite. C'est-à-dire Hmm. c'est aide ton prochain mais au sens propre, vraiment, quelle que soit la difficulté. Aide ton prochain et tu verras que, quelque part ça t'aidera aussi et je m'en rends compte, mais tous les jours, tous les jours. Alors que, si ton souhait et ton but est de gagner de l'argent et uniquement de l'argent, quelque part tu le feras souvent avec des méthodes, je vais pas parler de malhonnêteté, mais des méthodes pas très sympas pour l'environnement, pour les Hmm. autres et ça j'en suis juste incapable. Ok. D'accord. D'accord. Et Donc c'est une donc, question d'éducation pour répondre. une question d'éducation. Une question d'éducation et une question de, d'intégrité personnelle, en fait, forte, en fait, parce que l'éducation ne suffit pas, en fait, à inscrire ce genre de valeurs dans la durée. Non, enfin l'éducation, Et il y aide beaucoup, mais au sens large, si tu veux, d'accord. c'est l'exemple, de mes parents, c'est l'exemple de mes encore une fois, de mes grands-parents et de la plupart des personnes que je connais, Hmm. qui sont toutes, il me semble, intègres. Et à partir du moment où tu sais, tu es fondamentalement toi-même intègre, tu aurais du mal à être ami avec quelqu'un qui ne l'est pas. Donc Hmm. les choix se font comme ça. Excellent. Merci. Alors, tu es en Ukraine. Tu Mmh. traverses, tu as plusieurs challenges que tu affrontes. Ensuite, on parlera en fait de la question des finances. Mais il y a plusieurs challenges que tu affrontes. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est pas ton pays. Mmh. Et malgré tout ça, tu trouves encore la force d'aider les Ukrainiens en leur apportant en fait des médicaments, etc. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, quand tu dis, que c'est pas mon pays, OK, oui, c'est vrai que j'ai un passeport français. Mais si aujourd'hui, heu, l'Ukraine autorisait la double nationalité, Tu je vas. demanderais demain la nationalité ukrainienne. Elle le fait pas. C'est-à-dire que l'Ukraine interdit la double nationalité. Bon, D'accord. donc je veux pas laisser tomber ma nationalité française, ça serait je suis trop attaché à la France. C'est normal. Mais, j'ai passé ici 16 ans, heu et que j'aime ou pas l'argent, que ça soit un but ou pas, j'ai quand même réussi à faire, de l'argent. J'ai aujourd'hui un niveau de vie qui est très confortable, et tout ça, c'est grâce à l'Ukraine.
c'est grâce à l'Ukraine, c'est grâce au travail des Ukrainiens aussi. Donc pour moi, c'est juste impensable de ne pas rendre une partie de tout ça quand l'Ukraine. Des amis ukrainiens m'ont posé la question, mais attends, tous les Français sont partis, pourquoi tu es là, toi? Bah, c'est pas quand l'Ukraine traverse un moment difficile, c'est pas à ce moment-là que je vais quitter le bateau, c'est pas la règle, hein. Et, Excellent. et pour faire simple aussi, pour expliquer, parce que beaucoup de Français sont partis, moi je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Ça Mm. explique aussi beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus mobile que la plupart des Français qui ont une famille. Eux, ils ont dû partir avant pour mettre en sécurité leurs enfants et je le comprends, mais parfaitement. Moi, je suis complètement libre de mes choix et complètement, je les assume jusqu'au bout. Si jamais il devait, quand je vais à Kiev vendredi, il devait m'arriver un problème, bon, ça serait, il y aura personne, enfin, à part ma famille, ils vont pleurer, mais voilà, ça s'arrêtera vite. Il y a pas de, je laisserai pas d'enfant, il y aura pas un orphelin derrière moi. Donc. Excellent. Ok. Mais on sera orphelin de tes bonnes énergies, de tes bonnes valeurs. Oh, Ah. il y a plein d'autres personnes comme moi. On est tous uniques. Mais ok. Et donc, du coup, on en vient à la question de la finance. Comment est-ce qu'on gère ces flux financiers dans ce genre de situation et comment est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on reçoit aussi un appui financier de la France ou de l'Union européenne quand on est entrepreneur dans ces conditions-là en Ukraine? Non. Alors là, ça c'est clair, on ne reçoit aucune aide de personne. Aucune aide de la France ou de l'Union européenne parce que, certes, on est français, mais on est en Ukraine. Et on ne reçoit pas d'aide de l'Ukraine parce que, certes, on est en Ukraine, mais on n'est pas ukrainien. Donc, ne t'attends à rien. Euh, on a parlé un petit peu de BPI, là aussi en off pour ceux qui nous ont rejoints maintenant. BPI, qui pourtant devrait soutenir des petites sociétés comme les miennes, quelque part, parce que j'importe beaucoup de matériel de France. BPI est complètement à côté de la plaque. Elle ne veut pas prendre de risques sur un pays comme l'Ukraine. Elle le jugeait trop risqué. Quelque part, l'histoire lui donnera peut-être raison, hein, compte tenu de la guerre actuelle. Donc voilà, j'attends absolument rien des, des autorités françaises et je n'attends rien des autorités ukrainiennes qui n'ont pas les moyens en plus de financer quoi que ce soit. Donc la seule façon d'avoir des ressources, parce qu'en période de guerre, il faut non plus rien attendre des banques, ça c'est réglé. La seule façon d'avoir des ressources, c'est d'avoir la confiance de tes fournisseurs et la confiance de tes clients. Et c'est avec simplement ces deux cartes-là que tu peux faire du business. Et si jamais, dans ton histoire de business ou dans ton histoire d'entrepreneur, tu as un moment quelconque, euh, par une faute, rompu la confiance ou fait perdre à ton fournisseur sa confiance, tu ne traverseras jamais une période comme celle-ci. Parce que tu n'auras plus les moyens financiers de le faire, à moins d'avoir accumulé un pactole qui permet, sur lequel tu vis et sur lequel tu investis. Mais ça, compte tenu des montants dans le milieu agricole et des valeurs en fait des matériels, c'est compliqué. Donc j'ai Excellent. la chance d'avoir la confiance pleine et entière de mes fournisseurs, que je n'ai jamais, voilà, j'ai jamais trompé personne. J'ai payé toujours, quelquefois avec du retard, parce que ça c'est le business, mais dans la mesure où tu les préviens et dans la mesure où voilà, tu leur expliques la situation clairement, simplement et tu leur donnes un timing et que tu respectes ensuite le timing, en théorie tous les fournisseurs, te feront confiance ensuite. Excellent. Alors, et si je dis que, par exemple, en temps de crise, ce qui est important, c'est d'avoir des relations humaines fortes. Est-ce que ça résume un petit peu ton propos? Ah bah, c'est complètement ça. Ok. Non, mais c'est complètement ça, à deux niveaux. Parce qu'il faut pas oublier, on les a pas encore cités, mais si je peux continuer à travailler, c'est aussi que j'ai des salariés, heu, qui sont toujours là, qui sont, à 200 au travail parce qu'ils savent que, bah, la société va passer des moments difficiles.
compte tenu de la situation du pays. Et donc, il faut se retrousser les manches, et ils le font parfaitement. Et ils le font parce que, ils me connaissent pour la plupart depuis très longtemps. Je crois que j'ai un taux de rotation assez faible dans mes équipes. Voilà, ça fait 16 ans que je suis en activité ici. Le plus ancien doit travailler avec moi depuis 13 ans. Excellent. 13 ans, 11 ans, 10 ans, voilà, c'est à peu près tous dans cette fourchette-là. Donc ils ont toute ma confiance, et ils ont surtout, moi j'ai la leur. Donc ça, c'est important, et c'est de la relation humaine. Et ensuite, pour le financement, on en parlait, c'est le financement ou la relation de confiance avec un fournisseur, c'est à la base une relation humaine. Il te comprend, il sait qui tu es, et il a confiance en toi. Voilà, c'est même pas une histoire de business plan, c'est même pas une histoire de résultats. Moi, j'ai aucun de mes fournisseurs qui ne m'a jamais demandé de lui fournir la moindre comptabilité de mes sociétés. Jamais. Voilà, je m'engage à une date de paiement, je paye à cette date-là, et ça leur suffit largement. Donc c'est vraiment faut être droit dans ses bottes et respecter sa parole. Excellent. Mais c'est hyper important parce que on voit que ça structure pas mal de choses et que ça nous permet finalement de dépasser pas mal de choses finalement. Et il y a une question en fait que j'avais envie de poser, en fait, c'est en temps normal, on a des turnovers, en fait, des taux de rotation assez importants au niveau de nos collaborateurs, et on se dit en fait que en temps de crise, quand on parle de crise, il n'y a pas plus légitime comme crise finalement que la guerre. Et donc, du coup, finalement, comment tu fais au-delà de la relation de confiance, en fait, pour fédérer autour de toi ces équipes-là et faire en sorte, en fait, que malgré cette crise-là, et qui est très réelle, les gens se disent, je vais braver tous les défis pour aller travailler avec Gérard. Écoute, il faudrait leur poser la question à eux. Je sais pas, voilà, encore une fois, je crois que c'est pas la première crise qu'on aura traversée ensemble. Ils ont vu que j'ai jamais quitté le bateau, D'accord. que je suis toujours là, et que je suis le premier, voilà, et puis ça me semble normal. Si jamais la société est en crise de trésorerie, je suis le premier à en souffrir. Eux, pendant un bon moment, ne le verront quasiment pas. C'est-à-dire que moi, je remettrai des fonds dans la société. Et cette stabilité en Ukraine, en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare dans les sociétés. Et D'accord. donc, puisque eux savent qu'ils ont cette stabilité, ils l'ont bien vu. Ils me le disaient encore aujourd'hui: «Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Il reste quasiment pas de Français en Ukraine. Pourquoi vous n'êtes pas partis?» Donc ça les rassure. Ils savent que, voilà, ils peuvent compter sur moi. Et c'est pour ça que si ils savent aussi que je leur demande: «Si vous pouvez compter sur moi, mais moi, je dois pouvoir compter sur vous». C'est ça que Sabrina. Merci. Merci Gérard. Alors, on va accueillir Sabrina. On va lui demander si possible d'activer sa caméra, ne serait-ce que pour pouvoir poser la question. Oui, apparemment, ça ne fonctionne pas. J'ai un genre de sens interdit au niveau de la caméra. Alors, je ne sais pas si c'est dû au paramétrage de mon écran, mais... Il faut que tu acceptes en fait l'activation de ta caméra en haut à gauche. Alors, Gérard, en fait, Sabrina est une participante assez assidue à nos événements, et elle avait une question en fait à te poser de vive voix. Et donc, j'ai hâte de l'entendre. Oui. Alors, je suis toujours en train d'essayer de résoudre ce problème de caméra. Déjà, bonsoir à tous. Et Bonsoir. puis, déjà, quel plaisir d'être avec vous. Et merci en tout cas, Ellie. Alors, apprendre comment autoriser. Hop. Juste un petit instant. Je pense qu'il y a un problème Non, de... là, il faut vraiment. Là, vous avez un onglet en haut à gauche qui doit apparaître. Il faut autoriser. En haut à gauche, je n'ai rien du tout. Tout en haut à gauche au niveau de la barre d'adresse. Ouais. D'accord. Tchouk. Oh non. Alors, j'ai une page qui s'est ouverte à côté où c'est écrit Livestorm Website, mais je ne sais pas si c'est ça, non? Non, mais c'est pas grave. Tu peux poser ta question directement. Bon. En fait, ma question concrètement, c'était donc, c'est vrai qu'on connaît actuellement donc une période de crise, une seconde, on va dire, après la crise sanitaire, et de poser vraiment la question en disant aujourd'hui, il y a des secteurs qui vont certainement émerger, enfin des activités de cette crise. Donc ma question, c'était en fait quels étaient les secteurs qui profitent actuellement de la crise?
Et c'est une question qui m'est destinée, c'est ça? Oui, puisque en Ouais. fait, actuellement, tu es aussi, entre guillemets, donc soumis là à cette, enfin, on va dire à la crise, enfin la guerre avec l'Ukraine et aujourd'hui, j'entends aussi, l'émergence de start-up, de nouveaux business qui émergent par rapport à ça. Est-ce que ce Alors, sont des je choses que tu je entends? vais je vais sans doute je vais sans doute te décevoir. D'accord. Heu, Fondamentalement, je suis un paysan et je le dis avec les qualités du paysan et les inconvénients du paysan. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à comprendre les nouvelles technologies et à voir les business liés aux nouvelles technologies. J'aime le concret et quand, par exemple, j'entends, je crois que ça s'appelle les NFT Hmm. ou le bitcoin et cetera. Alors bitcoin, je pourrais encore à peu près comprendre. Mais les NFT et il y a des vrais business qui se créent autour de ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement incroyable, mais dans le sens qui ça n'a aucune utilité. Or un business, à mon sens, doit avoir une utilité pratique ou une utilité pour améliorer le bien-être de voilà, de l'humanité, Hmm. à quelque échelle que ce soit. Alors, il y a forcément des business dans les nouvelles technologies qui vont s'en sortir, qui vont et on l'a vu avec la précédente crise, hein, la crise sanitaire, tout ce qui est lié effectivement au e-commerce, il y a eu une explosion et je pense que ça va continuer. En période de guerre ici en Ukraine, heu, puisque beaucoup de personnes n'ont plus accès à des magasins, mais par contre, on a encore des services de logistique, bah, elles achètent de plus en plus par internet. Ça paraît tout bête, mais elles achètent de plus en plus par internet. Donc malgré mon esprit, très paysan, moi je me lancerai pas dans ces business-là parce que j'en suis incapable. Mais si vous deviez effectivement chercher un business d'avenir, voilà. La distribution par internet, les choses comme ça, ça a encore beaucoup d'avenir devant soi, D'accord. à mon sens. Excellent. Donc, du coup, en fait, merci en tout cas, merci Gérard pour ta réponse. Donc, du coup, Sabrina, c'est en temps de crise, en fait, qu'on se crée les opportunités. C'est-à-dire qu'il faut regarder autour de soi, en fait, ce qui ne va pas, tous les dysfonctionnements, et répondre à ces dysfonctionnements, en fait. Et aussi longtemps, en fait, qu'on arrive à apporter des solutions aux problèmes des gens, mais des solutions concrètes à des problèmes concrets, alors on tirera notre épingle du jeu. Les gens ont faim, apportons-le leur à manger. Les gens sont malades, apportons-le-leur des soins de santé. C'est Mmh. aussi simple que ça. Et c'est vrai que des fois, en fait, je suis le premier, hein, on se fait on fait des stratégies, on fait des plans un petit peu sur la comète, alors que le business, il est là, il est dans l'assiette des gens. Le business, il est là, il est dans les vêtements des gens. Regardons de quoi l'être humain, notre prochain, pour reprendre le terme de Gérard, a besoin, apportons une solution à son problème et on aura un business pérenne. Mmh. Je partage ton avis. Merci Gérard. Alors, désolé de connecter, non, il n'y a absolument aucun problème Sabrina. Merci pour ta question Sabrina. Alors, 45 minutes, c'était une réunion très intéressante, très riche. J'ai appris énormément de choses sur toi Gérard. Euh, Quel serait ton mot de la fin, s'il te plaît, Gérard? Et ensuite, je te demanderai en fait de nous partager une citation en fait qui te permet finalement de braver chacun de ces défis auxquels tu es confronté. D'accord. La citation, alors je l'ai à peu près en tête, ça je te la donnerai. Heu, le mot de la fin, vous m'excusez, ça sera pas par rapport au business, ça sera par rapport à la situation qu'on connaît actuellement en Ukraine. J'ai malheureusement encore l'occasion de lire beaucoup, beaucoup de commentaires sur Facebook, notamment, sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont encore enclins à croire à la propagande russe. Heu et croyez-moi, donc je ne suis pas ukrainien, je suis français, je vois ce qui se passe. Quand j'entends des Français, quand je lis des Français, et il en reste encore, dire que, la plupart des destructions d'immeubles en Ukraine sont le fait de tirs ukrainiens, je suis je suis révolté. Je suis révolté.
Aujourd'hui, la Russie utilise essentiellement des armes qui, selon les conventions internationales, sont interdites sur les champs de bataille et elle vise spécifiquement les civils, les écoles, les hôpitaux. Voilà, donc faites passer le mot, il faut que ça se sache, il faut que cette propagande russe cesse et il faut surtout, si vous avez des connaissances en Russie, qui malheureusement, compte tenu de toute la propagande qu'elles ont connue pendant 20 ans, ne veulent pas croire à ce qui se passe, et croyez-moi, il y en a beaucoup, faites-leur passer le message. Ensuite, la citation, alors je crois que c'est un philosophe grec, c'est Sénèque. Alors il faut que je la retrouve, parce que je l'ai en russe en tête. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est extraordinaire. Et pour moi, ça a toujours été voilà, je fais de la voile. Donc pour moi, elle a été toujours très. J'ai toujours aimé cette citation. Et en fait, elle est tellement vraie. Ayez des buts concrets, des principes de vie, et le vent sera forcément favorable. Très bien. Voilà. Et on rappelle en fait que Sénèque est un des pères fondateurs de toute cette philosophie en fait qu'on appelle le stoïcisme. Et on voit en fait on voit finalement à travers la manière dont tu appréhendes, dont tu évolues finalement au quotidien, que tu es un grand stoïque. Donc du coup, c'est une citation qui te va bien. Nous ne manquons pas en fait de partager, de diffuser ton message. Nous allons bientôt en fait recevoir un entrepreneur français en Russie pour voir en fait, le point de vue en fait d'un Français mais du côté russe. Voilà. Et donc, écoutez, ça se fera sûrement la semaine prochaine. Merci profondément, Gérard, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, compte tenu des circonstances qui sont les tiennes et qui sont très réelles. Peut-être poserai-je la dernière question de Hamid avant de vraiment conclure cet événement, c'est est-ce que Gérard lit ou a lu des livres en rapport avec l'entrepreneuriat ou le développement personnel, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as forgé finalement, un caractère que tu t'es forgé au fil de l'eau? Ouais, c'est au fil de l'eau. J'ai une pile de bouquins de marketing, de management, de personnel. En général, j'ai ouvert la première page et puis après, je suis passé à autre chose. Donc, je ne les ai pas lus. Je dois le reconnaître. Mais absolument. Il y a pas mieux en fait que l'expérience. C'est un petit peu comme tous ceux qui apprennent à nager finalement en faisant des simulations. Il n'y a pas mieux que de se jeter à l'eau. Et toi, tu t'es jeté à l'eau. Et c'est la meilleure lecture en fait, celle de la vie. Alors, ça a un inconvénient, c'est que ça demande plus de temps. Je reconnais aujourd'hui, si tu veux, après 16 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs dans le management de quelques personnes, beaucoup d'erreurs dans des choix stratégiques, beaucoup d'erreurs dans la confiance que j'ai donnée à des clients. Bon, ça m'a pas empêché d'être là aujourd'hui. J'ai vu aussi beaucoup de mes concurrents arriver sur le marché et sortir discrètement du marché. Je suis toujours là. Et je sais que la société va passer la crise de la guerre, la période de la guerre. Je le sais. Voilà, à moins qu'elle dure 10 ans, mais sinon, ça passera. Merci. Et encore, même si elle durait 10 ans, on trouverait la solution pour s'adapter. On trouvera une solution. Il y aura toujours une solution en fait. Exactement. Ça, c'est un proverbe burkinafasien, du Burkina Faso. Burkinabé, ouais. Ouais, burkinabé, c'est ça, ouais. À tout problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de problème, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Exactement. C'est que tout va bien. Excellent. Donc, écoutez, merci à tous les participants à tous les participants en fait de l'ombre d'avoir assisté à cette rencontre. Merci à Sabrina d'avoir posé sa question, à Tanguy, à Amine et à tous ceux qui ont posé des questions en fait d'avoir participé. Si tu me laisses une seconde, parce que je vois une question d'un certain Giuliano. Ah, Giuliano Véron. Ouais, vie de famille et entreprendre sont pas compatibles. Et alors, je suis peut-être mal placé parce que effectivement, ma vie de famille est relativement simple, mais je ne pense pas. Le tout, encore une fois, c'est de bien se fixer les vrais objectifs. Les vrais objectifs au sens humain, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance?
Et à ce moment-là, quelque part, si l'important c'est la famille, cette personne-là passera moins de temps dans l'entreprise, ce qui ne veut pas dire qu'elle réussira pas aussi bien. Donc c'est à mon sens, c'est vie de famille et entreprendre, Giuliano, c'est complètement compatible. Ça donne peut-être même un sens ou une volonté supplémentaire au développement de ta société. Excellent. Donc, du coup, tu peux faire absolument tout ce que tu veux à partir du moment où tu sais où tu vas. Ah oui, complètement. Il n'y a On pas revient toujours à cette citation de Sénèque. il n'y a pas de vent favorable, celui qui ne sait pas là où il va. C'est ça. Exactement. Merci en tout cas pour d'avoir répondu. Merci à vous les participants. Merci Gérard pour ta présence. Merci d'avoir pris le temps de répondre à chacune des questions qui ont été posées. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonne énergie, merci pour ta sincérité, merci pour ton honnêteté. Merci à tous les membres de Riche et Entreprendre, Johan, Issa et tous nos associés de l'ombre. Encore une fois, soyez riches avant d'entreprendre, mais une richesse humaine, une richesse en termes de valeur, une richesse émotionnelle, une richesse finalement, comme l'a dit Gérard, en fait, en termes de contact humain, de respect des engagements, de respect de la parole, parce que l'honneur et la dignité, c'est les choses qui sont les plus estimables au monde et pourtant, on les brade. Donc du coup, et cette richesse en fait humaine qui va vous transporter un peu partout dans votre vie et surtout, soyez riches d'entreprendre. Tout est possible. Gérard nous l'a prouvé encore ce soir, même quand les bombes nous tombent dessus. Donc, vous n'avez pas d'excuses et passez à l'action. Merci à chacun d'entre vous. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt sur Riche avant d'entreprendre. Merci à tous. Merci Gérard. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.